vous avez une vision un petit peu, ça c'est le ruisseau souterrain, une vision des grands espaces qu'il y a sous terre. L'intérêt de cette grotte en particulier, c'est que c'est une des plus grandes grottes, c'est la plus grande grotte du Tarn, et c'est une grotte qui est classée parmi les 100 plus belles courses de France. Au niveau spéléo, c'est pas rien. Voilà. Alors, outre l'intérêt spéléologique, évidemment, c'est l'intérêt archéologique qui nous intéresse. Alors là, peut-être on peut regarder derrière. L'intérêt archéologique, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est que si vous regardez par terre, quand l'argile, quand il a plu sur de l'argile, vous avez vu qu'on retrouve évidemment des petits blocs de calcaire comme ça, il y en a plein. Ça, c'est normal, hein, c'est le phénomène d'érosion. Mais on trouve aussi des petits morceaux de pierre comme ça. Voilà. Et ça, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Regardez, quand on lessive la terre, on en trouve beaucoup. Ça, c'est du fer. C'est ça qui les intéressait. Et c'est d'autant plus intéressant pour eux, c'est que ça se trouvait sous forme de petits gravillons, sous forme de petits graviers. Ça, c'est prêt à être mis dans un bas fourneau. Vous pouvez en prendre, si vous voulez, vous pouvez en garder, il y en a partout. Donc ils ramassaient ça, on a fait l'expérience, en une heure, on ramasse 10-15 kilos de ça. Imaginez-vous le nombre, quand il commence à y avoir 20-30 personnes qui travaillent, vous pouvez très facilement ramasser 300-400 kilos d'hydroxyde de fer. Ça va partir dans des endroits où ils fabriquent du charbon de bois, c'est-à-dire sur les versants, tout autour, là, ils transportent ça, ils les amènent dans des bas fourneaux et ils mettent une couche de charbon de bois, une couche d'hydroxyde de fer, une couche de charbon de bois, un millefeuille comme ça monte sur plusieurs mètres de hauteur. Tout ça c'est fermé dans une espèce de cheminée qui est faite en argile avec de la terre, de l'argile, de l'herbe, un peu de tout, pour le rendre hermétique avec une entrée par le bas et une sortie vers le haut. Pour faire convection, on allume ça et avec des soufflets, pendant 2-3 jours, eh bien, on fait fonctionner tout ça. Le charbon de bois fait fondre l'hydroxyde de fer. La masse diminue, et au fur et à mesure que la masse diminue, on en rajoute par an toujours, de l'hydroxyde de fer, le charbon de bois, et ça publierait autant qu'on peut. Et à la fin, on va se retrouver à ce qu'on appelle une loupe de fer, qui peut faire 20-30 kg environ, 40 kg. Et avec ça, après, on doit le forger et on fait du fer. On est sur cette exploitation, on se retrouve vers l'an 1050, entre 1050 et 1150. C'est intéressant de savoir ça parce qu'à partir de 1050, c'est au moment où c'est un peu avant les guerres de religion, c'est la guerre méridionale ici. C'est un petit peu la guerre contre le comte de Toulouse, avec le comte de Toulouse, les Trincavel qui sont avec le roi d'Aragon. Voilà, il y a beaucoup de problèmes, donc déjà c'est la guerre, on a besoin de fer. Deuxièmement, il y a des conditions météorologiques vers l'an 1050 qui sont propices à la culture, il y a moins de famine, moins de mortalité, donc il y a une sorte démographique qui se fait, donc on a besoin de fer pour les outils aratoires, pour pouvoir... avant les outils étaient pratiquement en bois, donc on a besoin de beaucoup de fer, et ici, les gens ils vont trouver le fer, évidemment au début, ils découvrent le fer en surface, ils le ramassent en surface, on ramasse, alors il devient des nodules, maintenant on ne trouve presque plus, des gros nodules comme ça, on a trouvé des grandes plaques de fer, très importante, vous les voyez, voilà la grande plaque de fer. Cette plaque de fer que vous avez en photo, elle est à peu près comme ça. Donc ils ramassent tout ça, puis une fois qu'ils ont tout ramassé sur le plateau, il n'y en a plus, donc ils commencent à creuser. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils creusent des dépressions naturelles qui ont été comblées à ras-bord au départ. Ils sortent dans l'argile, ils sortent tout ça, évidemment ils trient. L'argile, ils la mettent à un endroit bien particulier, c'est là où vous êtes. C'est tout ça, c'est absolument artificiel. Et si vous voulez, ils creusent plein alors ça fait des trous tout partout. Vous avez plein de trous partout. Et quand ils arrivent à ne plus en trouver, qu'est-ce qu'ils font? Ils rencontrent des entrées de grottes, ils pénètrent dans les grottes, et c'est là qu'ils ont trouvé donc, la grotte du Calel et tout ça. C'est certainement eux qui ont ouvert ces grottes-là. Ce qui est intéressant dans les grottes, c'est que c'est le véritable conservatoire naturel, puisque plus de 1000 ans après, on retrouve des marches, on retrouve des traces de petits foyers. Il y a même des gars qui ont eu des accidents à l'intérieur de la grotte. On a trouvé un squelette, on trouve des outils, on trouve même des empreintes où ils mettaient des échafaudages en bois. Évidemment, le bois est pourri, mais on retrouve des morceaux un peu bizarres par terre, avec par exemple des encoches dans le rocher qui montrent qu'ils calaient des poteaux, ils pouvaient montrer sur des dizaines, 30 mètres. Et ça, c'est assez unique. Et alors, ce qui est très important aussi dans cette grotte, c'est qu'on a trouvé des dessins et des gravures. Des gravures sous forme de signes cabalistiques. On ne sait pas trop à quoi ça correspond. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des constantes. On le trouve ça dans le Sabartès, dans le Vercors, dans beaucoup de grottes de France. On trouve ce genre de symboliques qu'on n'arrive pas à bien déchiffrer. Et à côté, il y a plein de petits dessins qui sont essentiellement des anthropomorphes.
Alors si certains sont manifestement faits par des enfants, notamment ce genre de dessins, c'est les hommes têtards qu'on appelle, c'est les premiers dessins que les enfants font en maternelle, où souvent même on fait la tête, on oublie les jambes, on fait la tête et le corps. Parfois il y a les bras, on ne le voit pas sur ces dessins-là, il y a les bras qui sortent directement de la tête et on oublie le corps. Par contre il y a 2 pieds qui partent directement. Enfin voilà, c'est vraiment le graphisme d'enfants de... maintenant c'est des enfants de 4-5 ans qui font ça, mais nous on sait que c'est des enfants de 8 ans, puisque dans la grotte on a trouvé des empreintes de pieds humains, pieds nus, pointure 33, voilà, pointure 33 qui correspondent dans les enfants de 8 ans. Ce qui veut dire que dans cette grotte, il y a des enfants de 8 ans qui travaillaient, et on en est sûr, puisqu'il y a des galeries où on voit que ça a été creusé, moi je n'ai pas pu y rentrer. Il faut un enfant et on voit, ça part, mais on n'a pas pu y aller, quoi. Et ensuite, il y a d'autres dessins qui, par contre, eux, semblent beaucoup mieux dessinés, qui livrent un message. Alors celui-là, on voit deux bonhommes qui tombent, la tête en bas, ils sont les pieds en haut, évidemment. Ils l'ont dessiné comme un panneau danger, vous savez les panneaux danger qu'on a au bord de la route. Eux, ils mettaient ça, tout simplement parce que quelques mètres plus loin, si on ne fait pas attention, ben, il y a un puits, on peut y tomber. Parfois, ça va être, bon, il n'est pas là-dessus, parfois vous avez un anthropomorphe, vous avez une grosse tête, un corps, et il y a comme bras qui fait comme ça. Direction. C'est la direction. C'est-à-dire, il faut aller par là. Là, c'est pas bon. Voilà. D'autres dessins qui vont montrer un mineur stylisé, avec la hotte sur le dos. Ici, on voit un mineur, par contre, avec une espèce de couvre-chef, une espèce d'harnachement, avec une hotte aussi sur le dos, et un petit piolet devant. Voilà. Alors, tout ça, c'est quand même assez fantastique, de trouver des dessins de 1050. Par contre, en aucun cas, ils sont tombés sur des vestiges paléolithiques. Enfin, Alors, le problème, voilà, bien, bonne question. Le problème, on pourrait se demander, étant donné qu'il y avait du fer, pourquoi pas à l'Antiquité, les Gallo-Romains ou les Romains n'auraient pas exploité cette grotte. Franchement, s'ils l'ont exploité, on n'a aucun signe de visible, tout simplement parce que dans cette grotte, tout a été bouleversé au Moyen-Âge. Donc, tout a été recouvert, c'est tellement un petit peu comme à Bernico. Accessible. Voilà. Facilement accessible. C'était facilement accessible, ils auraient pu. Mais il faut dire que le fer, quand même, ils l'avaient en plus grande quantité, beaucoup plus facile à traiter, au Martis, qui ne sont pas très loin d'ici. Il y avait un grand centre sidérurgique, d'ailleurs, qui est décrit d'ailleurs par Strabon. Au Martis, c'était très très important. Bon. Et à l'intérieur, on trouve des céramiques entières qui ont été trouvées sous le sol, ou comme ceci, des petites lampes à graisse. C'est-à-dire, c'est des morceaux de poterie cassée. ou Calais, d'où le nom de la... Voilà, le Calais, peut-être que le Calais vienne de ça exactement. Et on retrouve des petites plages charbonnées sur le bord et même des niveaux de remplissage où on voit qu'il y a eu comme de la graisse, je ne vais pas dire de l'huile, mais plutôt de la graisse avec une petite mèche qui permettait de s'éclairer. L'intérêt de ça, c'est que pour s'éclairer dans certaines galeries, on ne peut pas se servir de torches. Dans les grandes galeries qui sont bien ventilées, pas de problème, les torches on peut s'en servir. Dans les petites galeries étroites et basses, on ne peut se servir de ça. Et c'est vrai que quand on va dans une grotte, au bout d'un moment, l'œil, il y a une accommodation de l'œil qui se fait que l'œil se met en midriase, on y voit très bien, il suffit d'une simple bougie en quelque sorte pour bien y voir. Et l'intérêt de ça, c'est que vous le mettez où vous voulez. C'est-à-dire vous prenez une montée d'argile, vous la plaquez contre la paroi, vous faites un petit plat dessus, vous posez la poterie dessus, la poterie, la lampe à graisse, vous l'allumez, et vous en allumez 3 ou 4, vous faites de la vision stéréo, en quelque sorte, les lumières stéréo. Ça permet d'avoir les mains libres et de pouvoir travailler tranquillement. Là, je vais montrer quelque chose d'objectif, parce qu'il y en a qui mettent en doute le fait de la détente des versants. Ça, c'est entièrement naturel, ce n'est pas les mineurs qui ont fait ça. Ici, vous avez la stratification, le calcaire, qui à l'époque était comme ça, vertical. Hein, et on voit très bien que le vide a attiré les rochers, donc ils sont complètement déstabilisés, et ils sont en train de pousser comme ça. Voilà, c'est ce qui va se passer dans la carrière dans 30 ou 40 ans. La paléo-chrétienne de la Maurienne. Jean-Paul a travaillé dessus, c'est lui qui fera le pitch. De là, on ira au domaine de montagnard, on fera l'huile de Roquefort, une petite collation chez Deleteuil, qui sera certainement le prochain maire de Sorel. Et le cimetière des Seigneurs qui est à côté, qui vient d'être inauguré, il y a pas mal de trucs aussi. Et la grotte du Calais, toutes les galeries des grottes du Calais sont pratiquement suivant cet axe-là. Parfois, ils sont plus ou moins perpendiculaires, parce que là, c'est lorsque dans le grand bloc sur plusieurs kilomètres, le bloc, quand il y a eu la surrection des Pyrénées, et ben, il s'est un peu cassé, quoi. Donc ça fait des failles transversales, des cases transversales. Les unes très parallèles, il y a celle-là, celle où on est passé, et une autre un peu plus loin. Et c'est à cet endroit-là que se trouvent toutes les grottes. C'est-à-dire chaque fois que vous avez un creux comme ça,
c'est bien ce que je vous ai dit, ils ont enlevé le fer en surface. Puis ils ont commencé à creuser les dolines de l'Afrique qui se dissocient de l'Europe, l'Espagne faisant partie de la plaque ibéro-africaine, les Amériques qui se séparent. Et nous, on était sur la bordure nord du Gondwana, dans un milieu marin peu profond, en eau assez calme. C'est le reflet qui s'allume. Il y a des piles. Il y a une autonomie assez grande. Oui, oui, d'accord. Oui, donc c'est vrai. Bon, s'il y en a un qui veut travailler. Non, c'est là, ça y est, là, t'as de Non, mais. c'est parce que tu rappuies, celle du milieu, et tu rappuies, ça éteint. Ça a une odeur extraordinaire. L'âge de Patrick est claqué. Vous êtes beau, président. Ma femme me le dit souvent que je suis beau. Oui, on nous espionne. Faites pas la tête. L'entrée qui a remarqué, c'est-à-dire le réseau. Ah, mais il y a l'éclairage à l'intérieur. Bon. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fermes la clé, la fin? Oui, je ferme. Tu as qu'à fermer. Éviter de tomber de plus haut, quoi. D'accord. N'hésitez pas à demander. Vous avez remarqué que dans la roche, parfois il y a des endroits qui vont très bien pour mettre des pieds, pour bloquer. C'est les gens du Moyen-Âge qui les ont taillés. Ici c'est pareil, ils ont coupé ces planchers stalagmitiques pour pouvoir passer. On peut penser qu'au départ. Vous ne les éclairez pas. Je vais vous montrer tout. Je vais vous montrer des chauves-souris si vous voulez bien. Oui. Il y a des choses sur le côté là. Voilà. Là il y en a deux, voilà. C'est comme ceux qui le font en Inde et tout ça avec le sucre. Bon, on est environ à moins 35, moins 40 par rapport à l'entrée. Ici derrière, c'est la première salle, ça s'appelle la salle de la colonne. Vous allez voir pourquoi ça s'appelle la salle de la colonne, parce qu'il y a une énorme colonne qui est cassée en deux. Je vous la montrerai tout à l'heure. Donc, vous avez remarqué en descendant que la déambulation n'est pas très aisée. Non. Vous avez remarqué que sous vos pieds, il y avait des blocs, mais ils ne sont pas arrangés comme il faut pour qu'on puisse descendre facilement. Donc, c'était les grands axes où les gens sortaient le minaret, par cet endroit-là. Donc là, on faisait des escaliers qui devaient durer et dont on les faisait en pierre. Parfois, on faisait des escaliers qui étaient qui duraient moins parce que tout simplement, ils étaient taillés en argile. C'est pour ça qu'on a mis ce fil, pour de façon de ne pas aller derrière. Vous voyez ici, on devine les restes de 4 ou 5 marches qui permettent de monter au-dessus et qui permettent donc de vider à cet endroit les stériles. C'est-à-dire que cette grosse masse que vous avez là, c'est anthropique, c'est l'homme qui a mis, une fois qu'ils ont sorti les oxydes de fer, qui ont mis les stériles à cet endroit-là, ils les mettaient à l'endroit pour ne pas que ça dérange. Tout ce que vous voyez autour de vous, en tout cas le sol, pas évidemment les parois, pas évidemment les rochers, tout ça c'est naturel, mais bien entendu, mais le sol a été entièrement remanié, c'est-à-dire il n'y a rien qui est en place. On voit encore des morceaux de marche qui ont bougé un petit peu, qui sont là, qui ont glissé un petit peu, mais tout ce que vous voyez là, ça a été remanié, c'est-à-dire que peut-être à une époque, le niveau d'argile était peut-être à ce niveau, ils ont descendu le niveau pour rechercher les oxydes de fer. Partout, à n'importe quel endroit, vous avez des trous, un peu partout, ils sont passés partout, on y est allé, nous on a exploré tout ça, et manifestement il y a des traces partout, comme derrière, on voit très bien que là, ils ont creusé, là ils ont coupé un morceau de plancher stalagmitique pour voir si dessous il y avait l'oxyde de fer. Très rapidement, ils se sont arrêtés parce qu'ils ont vu qu'il n'y en avait pas, et après, vous pouvez remarquer aussi que tendance à bouger un petit peu, à descendre naturellement, peut-être un peu aidé pour cela par les tirs de mine qu'il y avait à une époque où ils faisaient des gros tirs. Ah oui. Et donc, évidemment, à un moment donné, alors que ce éboulé était à peu près stabilisé, à un moment donné, cette colonne s'est formée. Là, elle s'est cassée. C'est-à-dire, cette partie-là a suivi le mouvement vers le bas de l'ébouli, et le reste est resté comme ça. Et voilà, et ça a bougé. Et alors, c'est vrai qu'on se rend compte quand même
que ça bouge quand même pas mal, parce que nous, il y a presque 50 ans qu'on vient ici, et là, on y mettait 3 doigts, quoi, tout cassé. Donc ça bouge quand même pas mal. Ça bouge pas mal. Alors vous remarquerez que c'est tout qui bouge, parce que regardez là-bas, vous avez aussi, vous voyez ça, c'est un plancher stalagmitique, c'est-à-dire que c'est fait de calcite, ceux qui forment les concrétions et les stalactites et les stalagmites. Et vous avez, si vous remarquez, il n'y a peut-être pas un bon éclairage, c'est décalé de la paroi. Avant, ça bougeait. Vous voyez ça, ça doit être collé. on le voit très bien, là, Ah, on oui, voit oui. très bien cette arête qui avant. Ah oui, la faille. Tout ça, voilà, c'est ça. Même là, c'est coupé, regardez, tout le long, tout le long. Ouais. Donc tout ça, ça bouge. Ah oui. Donc, parfois des simples stalactites, parfois des pans de l'orque, parfois des colonnes. Voilà, c'est différent. Vous avez vu des témoins d'une ancienne cimentation. Là, par contre, c'est différent. C'est pas pareil que l'autre. L'autre, c'est de l'argile fait avec des blocs calcaires. Là, regardez, il y a des petites plaquettes schisteuses. Ça, c'est alluvial. C'est un ruisseau qui a mis ça. Là-dedans, on ne trouve pas des oxydes de fer. Et souvent, ça, c'est souvent pas exploité par les mines. C'est à l'entrée de la galerie. Bon voilà, ils ont bien décrit où cette galerie-là. Tu le regardes, s'il te plaît, comme il faut. Il faut le voir. On l'a pas vu du premier coup. Il aurait pu le passer l'os dans la chaux, blanche. Ouais, ou un coup de peinture rose, on y a bien passé. Donc, ici, le pied là-bas. Vous enjambez ça, vous enjambez là-bas, avec ce pied-là. Voilà. Et vous allez en face, ok? Donc voilà, 1, 2. Après, aux autres, je vais expliquer. Vous m'attendez là? Regarde, Bertrand, regarde. Le fer ici, tout ça, ça a été taillé, ça a été coupé. Ils ont cassé le fer, un petit peu là. Et là, ils ont taillé le rocher en rond pour pouvoir passer, pour ne pas trop se baisser. Et alors, vous aussi, où c'est qu'ils posaient les chandelles? Ah là, ici, il devait faire encore avec des torches. Un tunnel, donc vous voyez bien que c'est artificiel, quoi. Ils ont amené, c'est un peu le bordel pour y aller, mais là, il y a des traces partout, quoi. Il y a du fer, là, vous voyez, ils ont enlevé un peu de fer ici. Pareil, parce qu'il a relâché. Moi, j'ai eu un grave accident de spéléo, c'est comme de ça. C'est aussi un spélo qu'il a acheté, parce qu'il y a 2 ans ça. Elle était vraiment. Ah oui, mais là tu dirais un peu, ça devient un manoir, quoi. C'est vachement bien. Ah oui, C'est un peu tard quand même maintenant. J'aimerais c'est plutôt février, moi. Donc ça, avant ici, c'était évidemment, il y a l'alluvionnement, tout ça qui s'y est mis, mais à l'époque ici, ça faisait 10 ou 15 mètres de profondeur, et il y avait un grand gouffre qui pénétrait dans des obstructions, des obstrues. On remonte de 8, 10 mètres, 12 mètres, et à un moment donné, il y a un effondrement qui se fait, quelques blocs, et on voit un petit trou. Et le gars, il passe, on avait amené des baramines, il voit que c'était l'air libre. Alors après, il a fallu retrouver à l'extérieur, bon, donc là, tout le monde savait d'où on est venu, et les gars qui étaient en surface, et les gars étaient restés dans la grotte, ils voyaient le match, la pioche qui sortait, quoi, par là. Alors, on a ouvert au maximum. Alors là, ça, surtout quand même, c'était un truc qui faisait comme de toi, Bertrand à moi, un grand truc, qui descendait. Alors seulement, c'était très dangereux, parce que c'était très instable. Donc on a mis, là, il y a 10 buses, 8 ou 10 buses. Ça fait 8-10 mètres de long. Donc on descend, c'est comme ça, c'est des échelons. Des échelons. Il y a 2 systèmes de fermeture. C'est pour ça que la grotte, même sur le plan historique, elle rentre dans l'histoire de la spéléologie française, quoi. Et nous, on a creusé la profondeur qu'il y a là pour pénétrer dans le réseau souterrain.
Parce que les pertes, elles bougent sans arrêt. Disons là, à une époque, il y avait une perte du ruisseau qui vient. Mais on va le faire dans l'autre sens, on aura le temps. La perte se mettait là. Il y a très très longtemps que ça coule plus, donc ça se perd un peu plus haut. On va le voir, vous allez voir où ça s'est perdu. Où le ruisseau se perd. Qu'est-ce qu'il y avait écrit sur le papier? Et bonjour. Bonjour. Ah, il y a des lutins. Je le savais qu'il y avait du lutin dans la truc. Oh, oh la jolie cabane. Ah. Et alors, le gouffre de Polyphème, alors c'est vrai que ça. Alors, il faut le voir ici quand il y a le soleil qui passe. Alors là, peut-être au dernier forage Donc, et Jean-Paul. qu'on va avoir tout qui va se rejoindre. Hein. Ah oui, Jean-Paul. Quand ils vont faire un pété, il y a tout qui rejoint. Comme ça, mois de septembre. Ah, ils vont le vider, ils vont le Ouais, vider. C'est la chausse trappe. Faut rentrer le ventre. Ah ouais. Et là on va descendre par là. Tiens-toi fort, bâton. Rentre le ventre. chef, c'est bon? Est-ce que vous connaissez Jean Je peux le faire maintenant. Le conditions de sécurité. Les normes européennes. Oui. Des jeunes qui viennent du lycée, c'est là où tu as réussi Non. à les pêcher? Non. Du lycée, on n'en a pas. On les a. Il y en a une où ils ont mis des rails. Ouais, je l'ai vu. En plus, c'est En dangereux. voiture, je leur faisais croire que les balles de fourrage. Mais quand le train arrive, il siffle. Fabriqué de chamallow. Ah, il risque rien. Et le train sifflera 3 fois, hein? Et là, tu as vu, il y avait même le truc pour les deux wagons. Tu vois. L'un qui arrivait là, l'autre descendait. Dans Indiana Jones. Hop. Tu veux venir filmer? Je sais pas si tu verras grand chose. Non, ça va, c'est juste venir là. C'est clair. Tu vas essayer de. Fais jouer l'aiguillage. Bernico Fondeil. Et le chef de gare, hein? Ah oui. Non, ça Ça fait c'est. penser au train dans Indiana Jones, là, le truc qui part dans les. Ouais, ouais. C'est ça. On l'a dit souvent. Hein. L'annuel de l'histoire. J'ai deux de mes fils qui sont. Ils en vendent. Ils en vendent. De toute façon, si tu veux, nous, si toi aussi. Le boucher. Tout un groupe en arrière, je pense que les anciens. Je crois qu'il y a eu une histoire là, avec Maroc il n'y a pas longtemps. Mais c'est parce qu'ils t'en ont empêché Oh, puis alors, tu sais, les emmerdes, ils arrivent jamais dans. Tout seul, hein. Ah bah non, c'est la série. C'est en rafale. Il va. Il a écrit un bouquin. Et souriez les jeunes. Tu veux qu'on se fasse exubérant? Tu veux qu'on te parle? Tu sais, on peut pas. Moi j'ai le même ventre qu'Hugo Frey. Et ils sont heureux, vous savez. Il saute.
pas Hannibal, non, c'est pas Hannibal, c'est pas Hannibal, c'est Hannibal, les balles, elles sont restées sur la... On respecte les quand ils viennent par Riquet, la statue de Riquet, là où il y avait Intermarché. Et Léon. Ah oui, ah oui. Ils ont un petit chien. Ton chien, c'est le petit chien. Oh là là, souriez, vous passez à la télé. C'est l'Eurovision. C'est l'Eurovision. C'est dans FR3. Hein? FR3. Il va revendre. Monsieur le maire, qu'en passez-vous? Non, Perpignan, c'est à enfin, moins Oui, voilà. J'avais un bon copain, je sais pas, moi qui était directeur dans la... Il y a un mec qui s'appelait Paul Milan. Paul. Allez chercher mon appareil photo. On va y passer. Et lui, à ce moment, permettez-vous que je fasse une photo de vous sous le portrait de votre père. Alors le père avait des filles, mais il ne parlait pas. En plus, il avait une invitation, il avait les mêmes moustaches. Voilà.